avec Gérard Ferry. Il va nous expliquer comment ça marche le processus adiabatique pour deux problèmes d'optimisation et avec une approche telle qu'il aime bien, c'est vraiment les gens de l'aéro. Donc on va essayer de comprendre un peu. On va pas trop faire de physique, on va pas faire de la physique, mais on va essayer de faire de l'aéro aussi. Vas-y Philippe. Oui, donc bonjour à tous. Et désolé de ne pas être présent avec vous aujourd'hui. Et effectivement, je vais essayer de vous faire un retour d'expérience sur l'utilisation de ces approches adiabatiques sur deux problèmes de héros, en faisant par analogie avec ce qui nous est à tous familier, c'est-à-dire les approches de type méta-heuristique, heuristique et recherche locale. Donc je vais essayer effectivement de faire le moins possible de physique et de donner des grandes lignes et des points qui nous ont, nous, apparus comme intéressants, en tout cas, qui nous ont interpellés. Alors, je voudrais arriver à changer de slide de mon côté, c'est pas très bien. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on fait tous, effectivement, nous, depuis longtemps en recherche opérationnelle, c'est qu'on s'intéresse à un certain nombre de questions de base, qu'on connaît tous parfaitement bien, hein, qui sont les premières questions étant est-ce qu'on est capable de modéliser correctement le problème? Et s'il y a plusieurs modélisations, avec l'expérience, on sait très bien arbitrer, c'est-à-dire choisir la modélisation la plus performante pour le problème qui nous intéresse, en tout cas on essaye. Quand c'est possible, que tente-t-on de faire? Eh bien, on tente de trouver des systèmes de représentation indirecte des solutions. Et ça, c'est très très commun en ordonnancement, mais c'est aussi très très commun en transport. Si on prend les problèmes d'ordonnancement, eh bien, on essaye de relaxer les contraintes du problème, et puis de trouver des outils de calcul intermédiaires. Hein. Dans le job shop, par exemple, on utilise des vecteurs de Mirowitz, qui sont juste des tableaux qui vont permettre par la suite de retrouver la solution. Sur les problèmes de tournée, classiquement, on utilise des tours géants, c'est-à-dire un tour géant du TSP qu'après on retransforme en solution du VRP. Et ça veut dire en fait qu'on a construit un objet qui relaxe un certain nombre de contraintes et qui va nous permettre de retrouver une solution en passant par une petite fonction de décodage qui associe à un de ces objets une solution de l'espace. Et les questions de fond qui se cachent derrière après, une fois qu'on a fait ça, c'est bien entendu de trouver des opérateurs de recherche locale qui nous intéressent, qui soient efficaces. Et typiquement, soit on peut le faire en jouant directement sur la solution, et là on doit repayer le prix de gérer les différentes contraintes, par exemple pensant au VRP, contraintes sur les capacités de véhicule. Et puis on peut même revenir sur cet objet qui relaxe des contraintes, et ça typiquement c'est la recherche locale telle qu'elle a été définie par Christian Prince sur le VRP en 2019. Et tout ça, on l'encapsule dans une stratégie globale qui, en général, essaie d'alterner entre l'espace des solutions et cet espace de représentation dans lequel on est. Alors, ce type de démarche et de réflexion, en tout cas, qui permet d'imaginer que quand on a un problème très contraint, on va pouvoir passer par des objets intermédiaires avec lesquels on travaille. C'est pas nouveau, hein, ça a été conceptualisé en 1996 par Chang, qui a mis en évidence, qui a posé les bases d'une réflexion globale sur ce type d'approche, en distinguant bien qu'est-ce qu'il est important de regarder. Et en particulier, évidemment, il insiste sur le fait, ce qu'on a tous parfaitement conscience, c'est que les objets sur lesquels on va travailler, conceptuellement, il faut que ce soit des objets extrêmement simples, où les contraintes n'apparaissent pas. Il faut avoir une fonction qui associe à un de ces objets une solution qui soit, si possible, en O(m), quand on peut, et il est souhaitable que la fonction soit une fonction de type d'injection, c'est-à-dire une fonction de type 1-to-1. Et on sait, parce qu'on pratique souvent, que c'est rarement le cas, on a plutôt des choses qui sont des n-to-1 dans le type de recherche qu'on fait aujourd'hui sur les problèmes d'ordonnancement ou sur les problèmes de transport. Hein. L'algorithme split typique qu'on utilise couramment pour le VRP ou le HVRP, c'est typiquement un algorithme de type n-to-1. Donc il existe effectivement plusieurs tours géantes qui, une fois décodées, peuvent nous donner des solutions identiques dans l'espace des solutions.
Donc tout ça sont des choses connues dans les deux communautés. Hein. Donc les points d'entrée pour le VRP de ce type de réflexion, c'est Lusoy, Beasley, qui ont posé les bases de ces fonctions qui transforment un tour géant en solution du VRP. Et pour les problèmes de job shop, c'est évidemment Gerwitz qui a introduit le graphe génétique, qu'on connaît. Et dans les deux communautés, si on regarde attentivement comment la plupart des méthodes fonctionnent, eh bien, on va retrouver dans la recherche locale, par exemple sur le VRP, des opérateurs de type Lookthrop qui sont explicitement définis dans l'espace des solutions. Et si on regarde ça pour les problèmes d'ordonnancement, on a aussi des opérateurs qui sont basés sur des blocs de Grabowski, peu importe, et qui sont aussi basés sur l'espace des solutions. Alors, ça, c'est les réflexions globales qui portent sur la communauté ordonnancement, et on constate qu'il y a un lien extrêmement fort avec ce qui s'est fait au niveau du quantique. Et ce type de réflexion existe aussi au niveau du quantique. Alors, les approches de type en fait, adiabatique, on présente une grande classe de ces problèmes-là, tirent profit de la résolution de l'équation de Schrödinger, ou plutôt définissent un schéma d'approximation de la solution de l'équation de Schrödinger. Donc, ce qui est important là-dedans, finalement, c'est pas tant la physique, c'est simplement le fait qu'au départ, on a une équation qui fait intervenir quelque chose qui est continu, qui ici, c'est un détail sans importance pour nous qui faisons de l'aéro, est finalement une intégrale, mais que nous, on va voir comme étant un problème de discrétisation. Donc, si on veut reprendre les algorithmes efficaces qui viennent de la physique, il faut juste qu'on applique ce qu'on sait faire depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on discrétise le temps, et l'évolution du temps, pour nous, ça va être juste des itérations d'une méthode qui va s'exécuter et qui va modifier de manière itérative une fonction initiale. Donc là, c'est comme ça qu'on peut le voir si on veut un peu cacher sous le tapis la partie physique. Et dans la solution qu'on retrouve ici, on va faire intervenir explicitement une fonction h qui est un hamiltonien qui va représenter la fonction dont on cherche le minimum. Donc là, on voit très bien qu'on est sur un processus tout à fait classique, un processus itératif de type méta-heuristique. Et on voit très bien qu'on va avoir une fonction objective qui va ressembler en tout cas à ce qu'on a l'habitude de faire, nous, en recherche opérationnelle depuis longtemps. Et ce processus itératif, on va le construire en partant de l'état initial comme on fait en recherche opérationnelle depuis très longtemps, et on va le faire évoluer itération par itération. Donc, l'idée, évidemment, c'est ce qu'on retrouve nous, ce qu'on fait depuis très longtemps, c'est d'avoir une convergence, si possible rapide, on verra juste après que ça va plutôt être lent, vers la solution optimale du problème. Alors effectivement, si jamais on reprend la formule de nos amis physiciens au départ, si on a quelque chose qui est continu, donc on a un certain nombre de garanties sur le fait que ça va converger vers la solution optimale, mais à partir du moment où on va discrétiser, on va avoir quelque chose sur lequel on n'a pas de garantie, mais on se doute bien que si on a un pas de discrétisation qui est relativement petit, on aura une approximation de bonne qualité, et donc on a des chances de conserver les bonnes propriétés de ce processus qui vient au départ du monde de la physique. Et si on regarde attentivement le fonctionnement de ces méthodes-là, on constate que l'idée, ça va être d'avoir une fonction objective qui en réalité va se composer de parties. Il y a une partie qui représente l'état initial avec lequel on va démarrer, qui est notée ici HD, c'est la fonction initiale. Et puis il y a une fonction HEP qui, elle, va définir l'autre partie de la fonction objective. Et puis les deux coefficients, le coefficient qui est devant HD et devant HEP, ils vont évoluer de manière discrète au cours du temps. Et là, ça rappelle très bien ce qu'on fait dans certains algorithmes de type multi-objectif. On a des pondérations qu'on va faire évoluer au cours du temps. Et comme on est ici sur un algorithme de type quantique, on va partir en général d'un point de départ sur lequel on n'a aucune information sur la solution initiale.
Et d'un point de vue quantique, ça veut simplement dire que toutes les solutions ont la même chance d'être la solution du problème recherché. En fait, si on fait par analogie avec ce qu'on fait nous de manière classique en recherche opérationnelle, on pourrait partir d'une solution complètement tirée au hasard, mais la plupart du temps, on a évidemment des heuristiques de construction ou d'autres méthodes plus sophistiquées. Et on pourrait partir à ce moment-là, on pourrait imaginer partir d'une solution de bonne qualité. Ce n'est pas du tout évident à faire avec ce type de processus, c'est pour ça qu'en général, là, on part d'une solution, de l'ensemble de solutions qui sont toutes les plus probables. Et ce que décrivent les équations qui se trouvent là, c'est simplement qu'on a un processus itératif de même nature que ceux qu'on a l'habitude de manipuler, qu'on peut voir comme étant un processus qui va parcourir l'espace des états en partant de l'état initial, que j'ai symbolisé ici par un point noir, et à chaque itération, ce qu'on constate là, c'est que le poids relatif de ces deux fonctions vont évoluer, pour donner à la fin un poids très important sur la partie de la fonction qui se trouve être ici h. Donc, c'est très rassurant pour nous, parce qu'on vient du monde de la neuro finalement, parce qu'on se retrouve avec un processus qui est relativement simple à décrire. C'est juste un algorithme itératif qui s'exprimera avec une boucle tant que. Et dans cette boucle-là, ce qu'on va retrouver, c'est uniquement une modification itérative des poids qui doivent être faits de telle sorte que l'évolution que l'on simule ici au cours du temps soit suffisamment proche du processus continu pour qu'on continue à trouver la solution initiale du problème. Et un des paramètres de ce type d'algorithme, évidemment, c'est ici le pas delta t, qui est intimement lié finalement au nombre d'itérations qu'on va accepter. Alors, ça c'est le principe général qui finalement nous rappelle beaucoup de choses qu'on connaît dans les caractéristiques. Et ce principe-là, l'originalité principale, c'est que ça nécessite une modélisation de la fonction objectif sous un angle particulier, en utilisant des variables particulières qui sont quantiques, qu'on appelle des opérateurs ici Z1, Z2. Et donc la fonction usuelle qu'on a l'habitude de manipuler lorsqu'on écrit le problème à minimiser, en fait, elle fait l'objet uniquement d'une phase de réécriture. Donc cette phase de réécriture, elle va donner lieu à une modélisation sous la forme d'un Hamiltonien. Et ce qui est plutôt rassurant dans cette phase de réécriture, c'est que les règles qui permettent de faire cette réécriture, elles ont été relativement bien décrites dans la littérature quantique. Donc finalement, la question qu'il faut se poser, c'est uniquement de connaître ces règles de réécriture, de comprendre à peu près leur fonctionnement pour pouvoir les réutiliser du mieux possible pour le problème qu'on cherche à faire rentrer dans le quantique. Alors, évidemment, je ne vais pas donner là ici la description de ces règles, mais en gros, l'idée principale de ces règles, c'est de transformer les variables binaires usuelles du monde classique dans lequel on a l'habitude d'évoluer dans des variables qui vont être entre guillemets quantiques et qu'on représente en quantique de manière classique avec le quête 0 et le quête numéro 1. Donc il y a une simple application à faire, une simple convention à définir entre le 0 de la convention binaire usuelle, est-ce qu'on l'associe au 1 quantique ou au 0 quantique, ou l'inversement. Et en fonction du choix qu'on fait, on va pouvoir avoir un certain nombre de règles qui nous permettent de construire pour la plupart des opérations l'expression quantique, donc l'expression de l'Hamiltonien. Alors ce travail de réécriture, il a été fait de manière quasiment explicite, donc on dispose aujourd'hui de manière native de ces règles qu'on peut trouver dans certains travaux. Alors celui qui a fait la présentation la plus accessible de ces règles, c'est Hatfield en 2018, il a consacré un article complet. Et de notre point de vue à nous, je dirais que le travail principal qu'il a à faire, c'est outre de comprendre ces règles, de comprendre la transposition entre les formules binaires classiques et leur expression dans le monde quantique.
Donc, typiquement, par exemple, si on a une expression comme celle-ci dans le programme qu'on a écrit, quand on cherche à faire la minimisation, le point important, c'est évidemment de connaître la réécriture sous la forme de l'hamiltonien qui se trouve là. Alors, évidemment, il n'y a aucune nécessité d'apprendre ces formules par cœur, puisqu'on peut directement toutes les déduire de la convention initiale qui a été définie au départ. Et ça, c'est lié évidemment à la notion d'état fondamental qu'on retrouve dans les articles de physique, mais qui finalement, moi en tout cas qui vient du monde de l'aéro, m'a peu intéressé. Le point intéressant étant de savoir comment les règles de réécriture se définissent pour passer du modèle normal au modèle entre guillemets quantique. Alors, pour donner une ordre d'idée des tests qu'on a fait, à partir du moment où on a fait ce problème de réécriture, on n'a pas vraiment à se poser la question de savoir comment définir une recherche locale, puisque ce que ces bêta heuristiques entre guillemets quantiques nous apportent, c'est que si jamais on a fait cette évolution de manière correcte, avec un pas de discrétisation qui est acceptable, on devrait converger vers la solution optimale. Donc on n'a pas à se poser cette question-là. Et sur le problème SAT, qui est le problème de référence en aéro, on n'a pas vraiment non plus à s'interroger sur une représentation indirecte des solutions. On va voir juste après pour le TSP, évidemment la question va se poser et on va avoir quelque chose qui est très proche de ce qu'on a l'habitude de faire. En tout cas, pour le problème SAT, le seul élément intéressant, enfin pertinent sur lequel il faut faire attention, c'est juste, entre guillemets, de réécrire les contraintes classiques du problème SAT, ici x1, x2 et non x3, sous la forme d'un hamiltonien pour chacune des contraintes. Et ici, la tête des hamiltoniens, évidemment, elle n'est pas la forme usuelle qu'on attend, mais le point important en tout cas, c'est juste que l'état fondamental de l'hamiltonien qui se trouve ici représente bien la solution qui va satisfaire la clause. Et les opérations, l'opération classique maintenant qui consiste à dire que le problème SAT est résolu lorsque la clause 1 et 2 est vérifiée, puis les clauses suivantes sont vérifiées. Du point de vue, en tout cas, de la modélisation classique, consiste à dire 0 est associé à vrai et 1 est associé à faux. Il suffit évidemment d'imaginer qu'on va additionner les hamiltoniens qui sont liés aux deux contraintes, puisque l'hamiltonien de la première contrainte va être vrai et satisfait la clause si jamais je suis dans l'état fondamental 0, puisque 0 est associé à vrai. Donc en fait, d'un point de vue implémentation, c'est juste d'être capable de générer ces hamiltoniens, et si possible, évidemment, de manière automatisée, et pas faire ça à la main, comme je l'ai fait là, pour expliquer le fond des choses. Alors, les choses sont un tout petit peu différentes sur un problème de type TSP, par exemple, parce que là, effectivement, va se retrouver sous-jacent la question de la modélisation. Et ce qui est amusant de constater, c'est que la modélisation qui va être la plus utile pour faire entrer le TSP dans la modélisation quantique, c'est des modélisations qui sont proches finalement de ce qui se fait en PPC depuis des années, et pas les modélisations entre guillemets classiques qui viennent de la formation linéaire. Donc, ce qui rentre bien dans la boîte entre guillemets quantique, c'est d'imaginer donc le tourner, c'est uniquement une séquence de nœuds qui part du dépôt et qui revient à dépôt, comme on le fait de manière classique en TSP. Et donc, les contraintes qu'on va exprimer, et qui sont ici sur le slide du côté droit, ce sont les contraintes qu'on trouve dans tous les supports de cours en PPC qui s'intéressent au problème de tournée. Alors, évidemment, la difficulté principale, c'est que on a un certain nombre de contraintes et que la seule solution qu'on va avoir, c'est de mettre ces contraintes, évidemment, dans la fonction objective pour avoir une expression dans laquelle il n'y a plus du tout de contraintes. Donc, les contraintes, on les fait remonter dans la fonction objective, comme on a l'habitude de le faire en aéro depuis très très longtemps. Et du coup, évidemment, on a un problème avec une fonction objective qui est paramétrée par une certaine valeur de Rampin, qui est le poids, finalement, qu'on
qu'on va associer aux différentes contrées. Et là, l'aspect modélisation, évidemment, il est important à prendre en compte, puisque finalement, comme on a admis l'idée que la tournée, c'était rien d'autre qu'un tableau avec des numéros de clients qui occupent chacune des étapes, on se retrouve avec une modélisation où aussi on a un vecteur binaire où les trois premiers chiffres vont permettre de coder le client qui est en position 1, les trois chiffres suivants, le client qui est en position 2, et les trois chiffres suivants, le client qui est ici, qui est en position numéro 3. Alors, et évidemment, on peut tout de suite comprendre que le processus quantique de recherche basique, qui est défini là, il va chercher dans l'espace de toutes les strings, de toutes les chaînes binaires qui sont conformes à la description que je viens de faire ici. Et évidemment, il va passer par des états qui ne vont pas représenter des solutions du problème. Alors, évidemment, l'expression de l'hamiltonien qui se cache derrière le TSP, une fois qu'on va l'avoir développé, il va être relativement complexe. Mais toutefois, pour peu qu'on fixe correctement le poids sur les contraintes et que le pas de discrétisation soit relativement petit, on devrait sans problème agréger la probabilité sur la solution optimale. Alors, évidemment, c'est ce qu'on constate sur les exemples que nous on a fait. Mais évidemment, il faut, pour que le processus de convergence soit efficace, il faut bien entendu que le pas de discrétisation soit relativement petit. Donc ça, c'est pas un bon signe quand même pour la taille du réseau, la taille du circuit. Et finalement, on va avoir des circuits de grande taille. Et il faut bien sûr que le poids grand A qu'on va donner aux contraintes, il soit raisonnable, il soit correctement défini. En tout cas, nous, les expérimentations qu'on a menées nous montrent clairement que ce type d'algorithme fonctionne. On l'a testé évidemment que sur le simulateur. Ici, c'est des expérimentations qui ont été faites avec Pesquet. Mais il n'y a pas d'ambiguïté que lorsqu'on retrouve l'état phi à la fin, la majorité de la distribution de probabilité s'est agrégée sur les solutions qui sont des solutions faisables. Et ça, ce n'était pas évident a priori, puisque l'algorithme quantique parcourt a priori toutes les chaînes. Et parmi les solutions faisables, on voit ici, par exemple, sur le deuxième essai, qu'il y a pratiquement 50% de la distribution qui s'est agrégée sur la solution optimale du problème. Alors, pour conclure, nous, on s'est fait un certain nombre de réflexions en dehors de l'aéro sur ce type de test. D'abord, on a remarqué que le processus, finalement, lorsqu'on a oublié un petit peu la partie physique qui rend les choses pas si simples à lire lorsqu'on est de l'aéro, on retourne sur quelque chose qui nous est familier, qu'on connaît depuis longtemps. On a quand même beaucoup de littérature qui nous donne des règles de réécriture, donc on a une base à partir de laquelle on peut démarrer. Et on constate qu'on a aussi ici, avec ces chaînes de bits, une représentation indirecte des solutions. Par contre, il est évident que la représentation indirecte des solutions telle qu'elle apparaît ici, par exemple pour le TSP, elle conduit l'algorithme quantique ici à explorer des chaînes de bits qui ne sont pas les solutions du problème. Donc typiquement, il pourrait y avoir plusieurs bits à 1 sur les bits qui codent la première case du tableau. Et ça, on sait très bien, en venant de l'aéro, qu'un des enjeux majeurs des algorithmes efficaces sur le TSP ou sur les problèmes d'ordonnancement, c'est de rester dans l'ensemble des solutions faisables. C'est ce que permet de faire les tours géants en ordonnancement, par exemple, en tournée de véhicule sur le DRP. C'est aussi ce que permet de faire le vecteur des virus sur les problèmes d'ordonnancement ou beaucoup de méthodes efficaces sur les problèmes d'ordonnancement. Et ça aussi, évidemment, là on a constaté, nous, en faisant la littérature et en regardant comment marchaient ces méthodes, qu'il y a ici beaucoup de travaux qui ont commencé de manière assez récente en quantique, pour trouver des algorithmes quantiques qui finalement vont avoir des hamiltoniens qui vont permettre l'exploration uniquement des objets qui font référence à des solutions du problème.
Donc nous, on a plutôt une expérience positive de ces méthodes-là, même si on doit constater quand même que les simulateurs machines quantiques qu'on a aujourd'hui nous limitent considérablement dans la taille des instances qu'on peut faire tourner aujourd'hui sur ces types de problèmes-là. Voilà, monsieur le Président. Merci, c'était clair. Vous avez des questions? Non, ça c'est le dernier tour qui aura mangé, c'est pareil, c'est jamais la question. Merci Philippe, c'était super clair, je pense qu'il n'y a pas de questions. J'ai essayé au maximum Analogie par rapport au problème de l'héros. Merci Eric en tout cas. Merci à tous.